Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé local. Jeudi 26 octobre, je vous retrouve en direct de Banafsac. N'hésitez pas dès à présent à commenter, liker et partager cette vidéo. Voici les titres. Artisanat. Nous découvrirons l'artisanat avec le salon Artisanature. Agriculture, la découverte de la filière laitière avec le lycée agricole de Sochely-d'Apcher. Santé, un mois pour arrêter de fumer, voici le défi national du mois sans tabac. Agriculture, le concours national de la race Aubrac s'est tenu à Aumont-Aubrac. Et enfin, gastronomie, un invité d'honneur pour la semaine du goût cette année. Je vous rappelle que vous êtes bien en direct du JT Lozère. Artisanature est un salon qui est organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Son objectif, promouvoir les savoir-faire de nos artisans. Ils étaient au total 80 à s'être présentés pour cette nouvelle édition du salon et ont fait découvrir leur savoir-faire au grand public. Un reportage d'Éric Michel. Le week-end dernier s'est déroulée la 6e édition du salon Artisanature. Cet événement a permis à plus de 2000 visiteurs de rencontrer les artisans mais aussi de découvrir leur métier si singulier. Pour la première fois, l'accès au salon était gratuit. Un salon aussi tourné vers les enjeux majeurs tels que la rénovation énergétique ou encore la gestion des déchets. Un salon 2.0 réunissant les professionnels installés qualifiés mais à destination du grand public. Magnifique. Qu'est-ce que tu regardes ? Des escabeaux, des personnes en train de travailler, sur les toits. T'as pas le vertige ? Si, un petit peu. L'idée, c'est vraiment le côté ludique des choses pour que les jeunes et les moins jeunes, puisqu'on voit que les personnes de tous âges viennent essayer les casques, puissent se rendre compte un petit peu de la réalité du métier. Artisanature se veut orienter vers les nouvelles technologies. Kylian a choisi de tester les lunettes immersives avec l'une des 8 propositions, le métier de mécanicien agricole. Ça fait vraiment immersion et puis ça explique bien les métiers. L'artisan, de par son activité, va regrouper ce qu'on va appeler les 3 piliers du développement durable. Donc il travaille bien souvent des matériaux dits sains et naturels, tels que le bois, la pierre. En général, il y a une attention particulière sur son lieu de travail, sa nature, son atelier. Bon, on est en Lozère, la Lozère verte. Et puis surtout, il y a le 3e pilier du développement durable qui est le côté social. Cette année, en plus de l'espace événement Un Village, des métiers étaient installés sur le foirail à Mende. Ils permettaient de rassembler les artisans, mais aussi leurs apprentis. Les visiteurs ont pu ainsi se familiariser avec les gestes des professionnels du bâtiment, de l'alimentation, des métiers d'art, mais aussi des services. L'artisan, si vous ouvrez vos yeux, vous l'avez tout autour de vous. C'est 250 métiers passionnants, certaines activités qu'on ne soupçonne pas. Donc oui, l'artisan au quotidien, vous travaillez tous avec les artisans.
À l'initiative de la Chambre de métiers de l'artisanat, ce salon regroupe plus de 80 exposants. Effectivement, l'artisan est un véritable lien social pour la population locale, par l'insertion de par l'apprentissage, mais aussi par la transmission du savoir-faire. Aujourd'hui, on fait du positionnement et on peut intégrer tout le monde tout au long de l'année, en fonction du niveau bien sûr, et de faire du sur-mesure. C'est ça qui est intéressant sur nos sections. Le CFA accueille de plus en plus d'adultes dans les formations proposées sur les parcours qualifiants financés par la région. Le CFA Henri Girald-Demande regroupe un éventail de 41 diplômes enseignés. L'artisan n'est pas désuet d'innovation, bien au contraire. Et puis il s'approprie toutes les nouvelles technologies. Donc il y a l'artisanat effectivement traditionnel, mais on peut allier le numérique. On a beaucoup de nouvelles technologies en matière de menuiserie, sur les matériaux aussi qui évoluent. Donc il suit l'évolution pour s'adapter aux besoins du consommateur. L'artisanat est en soi la première entreprise locale. C'est une valeur sûre offrant le plein emploi avec des métiers de proximité non délocalisables. Artisanature, un salon qui est né il y a 12 ans et qui propose de découvrir mais aussi d'acquérir des créations fabriquées par nos artisans. Ils sont tourneurs sur bois, forgerons, tisserands ou encore tanneurs. L'association Créateurs des Cévennes regroupe des artisans d'art, des artistes, des créateurs qui vivent localement sur le territoire. On organise plusieurs événements justement où il y a des démonstrations, des ateliers pour présenter ce travail qui existe encore et qui est très présent sur notre territoire. Ils fabriquent à petite échelle et vendent leurs propres créations, souvent des pièces uniques. Ça rend heureux de voir aussi ceux qui nous découvrent et qui sont heureux de découvrir qu'il existe encore beaucoup d'artisans qui travaillent de leur passion sur le territoire. Le salon aura aussi proposé une exposition portant sur 31 chantiers menés sur le département. Artisanature, c'est une vitrine de savoir-faire de nos professionnels de proximité. Le département ne compte pas moins de 2700 artisans. Et on a Cocorico, la densité artisanale la plus élevée de France, c'est-à-dire un artisan pour 13 habitants. Voilà, donc on détient le record national de petites entreprises. Un slogan qui n'est plus utilisé, mais l'artisanat, première entreprise de France. Et l'artisanat en Lozère, effectivement, c'est la première entreprise locale. Ah, ça filme là ? Jeudi 19 octobre, le lycée agricole de Saint-Gély-d'Apcher, en collaboration avec la coopérative Jeunes Montagne, a organisé une journée à destination des élèves du département pour faire découvrir la filière laitière. Une initiative prise pour encourager les étudiants à choisir cette filière dans un contexte tendu de renouvellement des générations de la filière agricole. Un reportage de Marion Guibaudot. Donc l'objectif de la journée, c'est de mettre en avant l'élevage, mettre en avant la passion qu'il faut avoir pour l'élevage et surtout les métiers de l'élevage, en particulier l'élevage de vaches laitières. Et donc ce matin, nous étions au ciné-théâtre de Saint-Gély-d'Apcher pour le visionnage d'un très beau film. Entre la matinée consacrée au visionnage du film Même pas peur d'être éleveur, réalisé par Thierry Hétrault et Hervé Morinville, montrant ce qui passionne les éleveurs dans le lait, et les débats et tables rondes qui ont suivi, la journée du 19 octobre a été bien remplie pour le public convié à la journée du lait et du salariat organisée au lycée agricole de Saint-Gély-d'Apcher. Le principe, c'est de donner une bonne image de l'élevage en général. Là, on n'est plus sur l'élevage laitier, mais l'agriculture, et aussi de valoriser le salariat. C'est pour ça que cet après-midi est important, pour que nos jeunes puissent aussi, avant de s'installer, pourquoi pas aller travailler dans le milieu agricole, laitier, allaitant ou d'autres. Même ce matin, on a parlé des ovins, on a parlé des équins ou autres élevages. Et le salariat agricole se développe aussi beaucoup pour que les agriculteurs puissent vraiment s'épanouir aussi personnellement avec leur famille. On en a parlé beaucoup ce matin aussi, puisque dans le film, il y avait beaucoup d'éleveurs, d'installations, avec ce côté vraiment du temps pour la famille et le personnel. Les Plevpas de Lozère a rejoint les rangs de la coopérative Jeunes Montagne en 2019 et livre depuis lors le lait issu du troupeau de Cimental de l'exploitation du lycée à la coopérative. Une opération gagnante pour les deux partenaires puisque les élèves ont les outils pour comprendre l'élevage laitier à disposition. Quant à la coopérative Jeunes Montagne, elle espère ainsi attirer de futurs agriculteurs, chefs d'exploitation ou salariés dans son giron. On attend beaucoup de choses dans le sens où on pense que c'est très important d'avoir ce lien entre les filières
les métiers et les établissements de formation. Et à Jeune-Montagne, c'est vrai qu'on a cette chance-là d'avoir un établissement de formation, le lycée de Sivergol, qui est adhérent à Jeune-Montagne et qui est une formidable vitrine, ne serait-ce que par les infrastructures. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter la ferme, mais c'est quand même un outil qui, quand on le visite ou quand les jeunes y passent, quand ils sont en stage, donne vraiment envie de faire du lait. C'est vraiment le message qu'on essaye de porter, c'est qu'il y a de l'avenir en production laitière, il y a de l'avenir en élevage. Et nous, on est là pour accompagner vraiment tous les projets des jeunes qui voudraient s'investir dans ces domaines-là. Et pour encourager les futurs agriculteurs à rejoindre ses rangs, la coopérative Jeune-Montagne a par ailleurs créé un groupement d'employeurs pour ses adhérents. Les salariés sont formés et dédiés aux outils utilisés par la coopérative et peuvent ainsi remplacer les adhérents qui prennent des jours de repos. Une initiative menée pour rendre le métier d'agriculteur plus attractif. Alors au niveau de la Lozère aujourd'hui, ce qu'on peut dire au niveau de l'installation, c'est que ça va plutôt bien. Nous installons en 2023 plus de 80 jeunes agriculteurs avec le système de dotation jeunes agriculteurs. Donc 2022 était une très bonne année, 2023 est une très bonne année. L'installation se passe plutôt bien en Lozère. Nous sommes dans les départements qui installent le mieux au niveau national aujourd'hui. Mais il faut rester vigilant parce que demain les enjeux sont importants. On a de nombreux agriculteurs qui doivent partir à la retraite. Arrêter de fumer pendant un mois multiplie par 5 les chances de cesser de consommer définitivement du tabac. C'est dans cet objectif-là que Santé publique France, avec l'assurance maladie, ont lancé le défi national du mois sans tabac. La 8e édition débutera à compter du 1er novembre. Tous les volontaires peuvent s'inscrire sur le site internet dédié Mois sans tabac. Un reportage de Marion Guibaudot et d'Éric Michel. J'ai ma meilleure amie qui est en train de mourir après 8 ans de capacité pulmonaire égale à 0 à cause de 3 paquets de cigarettes par jour pendant des années. Donc je suis témoin des effets nocifs du tabac. La Lozère, à partir du 1er novembre, va connaître sa 7e édition de l'opération Mois sans tabac. Une initiative nationale qui permet d'aider les fumeurs ayant décidé d'arrêter de trouver de l'aide auprès de professionnels de santé notamment. Depuis son lancement en 2016, l'opération Mois sans tabac a enregistré près d'1,2 million d'inscriptions au niveau national, dont près de 120 000 en Occitanie. Le Mois sans tabac, c'est une opération tout d'abord qui n'est pas nouvelle puisqu'elle date de 8 années. Et qui permet aux personnes de se prendre en main et d'avoir des outils qui leur permettent d'aller vers le sevrage tabagique. Pour encourager les gens à ne plus fumer, déjà il faut communiquer, il faut savoir que ce genre de dispositif existe, qu'il est éprouvé. Qu'il est apprécié par ceux et celles qui se lancent dans l'opération, qu'il y a parmi les outils, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi un réseau social entre les personnes qui se lancent dans l'opération et qui leur permet finalement d'échanger aussi pendant toutes ces journées, ces 30 jours, où ces personnes vont faire tout ce programme pour les amener à arrêter de fumer et faire part aussi de tout ce que ça peut susciter chez elles ou chez eux. 28,5% des Occitans sont fumeurs quotidiens, soit environ 1 200 000 fumeurs. Quant à la Lozère, elle fait figure de mauvais élève avec une moyenne plus élevée encore que celle de l'Occitanie. Concernant les pathologies pour lesquelles le tabac est un facteur de risque, elles sont à l'origine de 148 décès de Lozériens en moyenne chaque année, soit 15,1% des décès du département. Sur l'ensemble du territoire, le niveau de mortalité par pathologie en lien avec le tabac est au-dessus de la moyenne nationale, alors que l'Occitanie est en sous-mortalité. La situation du tabac et de la consommation du tabac en Lozère est très paradoxale. Elle est plus importante qu'au niveau national, alors même qu'au niveau régional, la moyenne de consommation est un peu inférieure au niveau national. Donc elle est quand même préoccupante. Le risque principal, c'est malheureusement le risque de cancer du poumon, et qui est la première cause en fait, de décès évitable en France actuellement. C'est le cancer du poumon, qui est largement dû à l'usage du tabac. En Lozère, l'opération Mois sans tabac cherche à toucher un public le plus nombreux possible en menant différentes opérations sur le terrain, avec des visites d'hôpitaux et une journée particulière le 8 novembre. Alors, nous allons mener le 8 novembre une action multipartenariale pilotée par l'ARS et la CCSS, appuyant cela par l'IREPS. Et donc, il y aura énormément d'actions de prévention mises en place
d'une part pour les jeunes le matin, puisque ça se passera au niveau du CFA, et l'après-midi pour le public lambda au sein de la galerie d'Hyper-U. Il y aura des ateliers de sensibilisation de la part de différents acteurs, de différents partenaires, Mutualité française, Addiction France, CCSS, l'ARS pour le radon, la santé au travail. J'en oublie, l'équipe de liaison en soins addicto de l'hôpital Lozère, une diététicienne et puis un certain nombre d'autres partenaires, que je ne cite pas. Les tabacologues seront présents, oui. Il y en a au sein d'Addiction France et donc effectivement ils seront présents. On peut retrouver toutes ces informations sur le site Tabac Info Service qui a aussi pour but d'accompagner, déjà de mettre en condition, on va dire, les personnes qui veulent vraiment s'arrêter avant même le mois de novembre qui est dédié, lui, au village Moi Sans Tabac, c'est-à-dire aux actions de terrain. Oui, donc il y a effectivement un numéro de téléphone, le 39 89, où les gens peuvent bien sûr contacter et dans lesquels ils seront enregistrés et ils seront en lien avec des personnes qui vont leur apporter un certain nombre d'informations justement pour autour de la démarche de sevrage, des conseils divers et variés. Si le concours national Aubrac organisé par l'OS Aubrac et le syndicat départemental n'a pu se tenir comme il était prévu, soit du 12 au 14 octobre, pour des causes sanitaires, les promoteurs ont quand même tenu à le maintenir sur une journée. La partie qui a été annulée concernait le concours des animaux. Un reportage de Marion Guibaudot. Les élèves des 5 lycées agricoles de l'Aveyron, du Cantal et de la Lozère ont pu présenter comme prévu leurs travaux lors d'une journée qui leur était dédiée lors du concours national Aubrac remanié qui s'est tenu vendredi 13 octobre. Ce concours, qui se tient tous les 7 ans en Lozère car tournant sur les départements du berceau de l'Arras, avait pour fil rouge le renouvellement des générations. Dès l'an dernier, les élèves des lycées agricoles du territoire de l'Aubrac avaient donc été conviés à travailler sur ce thème et présenter leurs conclusions au public. Moi c'est Léa Ménard, je suis du Sud-Gironde, j'ai fait un bac pro équin, donc j'étais plus axée vers l'élevage de chevaux au départ. Mais ça fait maintenant 2 ans, depuis que je suis en BTSP à La Roque, que je me passionne pour l'élevage bovin, en particulier pour la race Aubrac. Le souhait des organisateurs était de maintenir cette journée pour échanger avec les élèves sur le futur de la race Aubrac. Dans la salle, tous les participants se sont déclarés confiants en l'avenir de l'élevage, notamment dans le Massif central, même s'ils n'occultent pas les problèmes sociétaux posés aujourd'hui. Le changement climatique, la valorisation économique des exploitations ou encore les défis de l'installation ont été abordés lors de tables rondes où professionnels du monde agricole et éleveurs ont pu s'exprimer en présence des élus locaux, régionaux et nationaux. Mais le clou du spectacle de cette journée a été constitué par la vente aux enchères qui a été maintenue. Menée par la SARL Nolorgue et accompagnée de KBS Genetics, une vingtaine de taureaux et vaches ont été présentés aux acheteurs potentiels, qu'ils soient locaux ou venus exprès de toute l'Europe. Est-ce que j'ai quelqu'un à 3600? J'ai 3600 dans le fond. 3600 dans le fond, c'est vous, madame. J'ai 3600 dans le fond. 36. Celui qui a raflé la mise de ce jour-là s'appelle Titan. Titan, le lot numéro 10, on va le démarrer, mesdames, messieurs, à 3500 €. J'ai 6300. J'ai 6300, ça défile, attention, on se réveille. Combien 30 000 €. Un taureau né le 4 décembre 2021 au sein du GAEC Brunel de Bar en Lozère et qui a été vendu 30 000 € à un acheteur venu de République tchèque, après une longue enchère très disputée entre différents éleveurs. Un prix rarement atteint lors d'une vente aux enchères, mais qui souligne l'intérêt porté à la race bien au-delà des frontières de l'Hexagone, ainsi que la qualité des élevages lozériens. Du 16 au 22 octobre s'est tenue la 34e édition de la Semaine du Cou. À cette occasion, Jean Covillot, né à Mende, petit-fils d'Henri Giral et qui a participé à l'édition Top Chef 2023, a choisi pour cette occasion de revenir sur ses racines. Nous l'avons donc retrouvé à l'hôpital Lozère, au groupe scolaire Jean Bonijol, ainsi qu'au marché de Mende. Notons également qu'il fêtera ses 27 ans dans quelques jours, le 30 octobre. Un reportage d'Éric Michel. C'est un parcours un peu particulier. Moi, je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit, mais j'y suis arrivé sur le tard parce que dans un premier temps, je fais un bac général et après, je me suis lancé dans la cuisine. Donc, j'ai fait un Supol Bocuse, c'est
une belle école de cuisine à Lyon, à côté des Cully. Et après, j'ai fait plein de choses dans la cuisine, à droite à gauche. Et voilà, et je me retrouve aujourd'hui à l'hôpital de Lozère pour cuisiner 1200 repas. Un top chef en Lozère durant la semaine du goût. Formé à l'Institut Paul Bocuse, Jean Covillot était de retour aux sources. Ses grands-parents ont vécu à Mende et lui-même y est né il y a 26 ans. Alors en fait, pourquoi je suis venu ici? Parce que moi, il faut savoir que je suis né ici, à l'hôpital de Mende. Et donc pour la semaine du goût, à mon sens, c'est un peu une semaine importante pour tous les cuisiniers, pour éduquer les gens au goût, ce que c'est important de bien manger. Jean Covillot, ce nom vous est certainement pas inconnu et pour cause. Classé 6e de la dernière saison de Top Chef sur M6, il a marqué l'émission par sa créativité culinaire, sa personnalité authentique, son humour à toute épreuve et ses nombreux clins d'œil à la Lozère. Un plat qui me parle beaucoup, c'est le pâté de pommes de terre. Alors, vous savez pas? Alors sur le papier, ça paraît un peu étrange, mais c'est un peu ce que j'ai l'habitude de faire. Sur le papier, c'est étrange, mais c'est hyper bon. C'est une pâte feuilletée avec à l'intérieur des pommes de terre en fines lamelles, avec de la crème riche, un petit peu d'ail, des herbes, donc persil, ciboulette, cerfeuil. On fait cuire ça au four et on se dit c'est de la pomme de terre et de la pâte feuilletée et vraiment c'est hyper bon. Et donc c'est ça que j'aime bien, c'est surprendre les gens par la simplicité. Ça c'est un petit peu ce que j'aime bien faire. Présent dans notre département la semaine dernière, il aurait été président d'honneur d'un concours de coupe-étade, puis chef avec les équipes des cuisines de l'hôpital. Et enfin, vous avez pu le rencontrer lors du marché samedi matin à bord d'un food truck. Oui, après, c'est pas parce qu'on cuisine dans des énormes sauteuses et qu'on fait des lasagnes par 80 kilos qu'on n'est pas obligé de pas bien faire ça. Rien que le fait de faire rissoler un petit peu, rajouter de l'ail, du persil, un petit peu de sel, et ça fait la différence. Donc, c'est ce concept de cuisiner qui est hyper important et ça fait plaisir de voir qu'à l'hôpital, ils ont repris ça. Avec sa simplicité et sa recherche d'authenticité, Jean aura passé 3 jours au sein de l'hôpital Lozère qui vient de reprendre en charge la gestion complète des cuisines via la création d'un groupement d'intérêt public. La maîtrise des coûts et la qualité demeurent les principales préoccupations de l'établissement. La semaine du goût fut donc l'occasion de mettre en place des actions pour souligner l'importance de l'alimentation dans la prise en charge des résidents et des patients, mais aussi de certains établissements scolaires. Ah ben non, enfin au-delà des producteurs locaux, le fait que l'hôpital reprenne des vrais cuisiniers, j'ai discuté avec le directeur de l'hôpital. J'ai dit de l'hôtel parce que je pense que c'est un peu ça au fond, mais pour moi c'est hyper important la cuisine. Et si on mange bien, il n'y a pas besoin d'aller voir chez le médecin, tout roule. Donc pour moi la cuisine c'est hyper important. Si on mange bien, je pense qu'au fond on se sent bien. Le jeune chef aura cuisiné avec les équipes de restauration des menus gourmands. Un velouté de butternuts par exemple, aux lasagnes et aux champignons et sa tarte aux pommes pour le jeudi. Le vendredi fut aussi un festival pour les papilles, de la soupe à l'oignon et ses toasts au comté, ou encore les tortillas aux champignons et pommes de terre, et pour finir des financiers aux poires. Autant vous dire que les résidents, patients et écoliers de la ville auront eu le plaisir de déguster ces repas. Samedi matin, on sera à la place Chaptal. Et alors, petit truc marrant, c'est que j'aurai ma sœur et ma grand-mère qui seront avec moi. Donc, c'est une place qui compte beaucoup à mes yeux parce que c'était là où mon grand-père avait son magasin de tailleur à l'époque, qui est décédé en 2004 et j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. Et donc ça a d'autant plus de sens pour moi de revenir ici et d'être présent samedi sur la place Chaptal. Voilà. Le samedi, c'est jour de marché pour Jean Covillot après une sélection de produits frais. Le chef épaulé de sa sœur Marie a élaboré puis commenté devant vous ses préparations. Les dégustations ont été offertes au badaud par la ville de Mende pour le plus grand plaisir des papilles. Et la boucle est bouclée. Le food truck est installé sur la place Chaptal qui a bercé son enfance. Son grand-père, Henri Giral, fut également président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Lozère jusqu'en 1998. Et son nom a été donné au CFA Mendois. De son côté, sa grand-mère, Pierrette Giral, fut chef de projet à l'école hôtelière de Mende. Ce fut une occasion privilégiée pour les visiteurs du marché mendois que de rencontrer Jean Covillot. Il vous a glissé quelques précieux conseils culinaires, comme l'idée saugrenue de saupoudrer des grains de café sur des toasts. On a fait 2 tartines avec des produits du marché, donc c'est des produits du coin, on peut les retrouver à côté de chez vous, donc c'est du local. Un jeune chef à la personnalité attachante, et le 30 octobre, Jean fêtera son 27e anniversaire.
Si vous voulez lui faire plaisir et vous souffle son idée, attention, vous allez être surpris. Le foie de morue, à chaque fois que j'en mange, ça me rappelle voilà, genre mon enfance en Lozère. Et le foie de morue, c'est sous-coté. Et qu'est-ce que c'est bon! Avec juste un crouton avec un peu de citron et de la fleur de sel. Franchement, c'est des choses simples qui moi me parlent et qui me font plaisir de remanger. Ah ouais, ah voilà. Franchement, si vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez une boîte de foie de morue. Et alors là, moi, je suis content. Je vous rappelle que nous sommes en direct du JT. Voici l'actualité lozérienne en bref. Prochainement se tiendront sur tout le département les semaines du savoir-faire qui sont co-organisées par les 3 chambres consulaires. Mais commençons l'actualité en bref avec les syndicats départementaux qui se sont réunis le 13 octobre, place Urbain 5 à Mende, pour protester contre l'inflation et le coût de la vie. L'intersyndicale départementale s'est réunie le 13 octobre pour une nouvelle journée nationale face à une situation qui, en Lozère, comme en France ou en Europe, s'est fortement dégradée depuis plusieurs mois. Selon les syndicats, les mesures actuelles sont insuffisantes pour répondre à l'inflation et à l'augmentation des coûts de la vie. Aussi, et face à ce constat, les 8 principaux syndicats s'étaient donné rendez-vous devant la préfecture avec plusieurs axes évoqués, dont la revalorisation salariale sans omettre les pensions, la problématique des coûts énergétiques et enfin une opposition aux politiques d'austérité. Les syndicats ont demandé des négociations dans toutes les branches professionnelles ainsi que dans les fonctions publiques pour une revalorisation générale, immédiate et importante des salaires, des retraites, avec plus de solidarité et plus de justice sociale. Après la déclaration commune, le cortège s'était lancé dans les rues mondoises. Si les précédents rassemblements avaient fortement mobilisé les troupes, pour cette journée, et c'était prévisible, la participation était fortement en baisse. Environ 200 personnes ont défilé en cette journée de revendication. Objectif, créer et améliorer des liens entre les habitants mandois. Samedi 14 octobre à l'Antirouille au Foirail s'est tenue la 3e édition de la journée des familles. Cette journée s'est voulue vectrice de liens sociaux et de permettre aux familles de partager un moment convivial, ludique avec les enfants, mais aussi de rencontrer les acteurs du territoire intercommunal œuvrant dans les domaines de la parentalité, de l'enfance et de la jeunesse. Avec des stands et des ateliers pour toutes les tranches d'âge, cet événement a été l'occasion d'échanger sur les attentes et les retours d'appréciation concernant les propositions et les possibilités faites par le territoire aux familles. Samedi 14 octobre, c'était opération séduction pour le groupement de la gendarmerie de la Lozère. Objectif, une journée d'information à la découverte des métiers proposés et pour ce faire, les gros moyens étaient déployés. Le parking ouest du centre commercial mandois avait laissé place aux impressionnants véhicules bleus. Et pas des moindres, un hélico, une Alpine servant notamment pour les interceptions sur l'autoroute A75 et des motos de l'escadron départemental de sécurité routière. Les appareils photos ont crépité, les cœurs ont palpité. Des démonstrations d'intervention étaient aussi au programme, interpellation avec un chien de défense, ainsi que des démonstrations en vol du drone labellisé gendarmerie. Les passionnés auront pu découvrir l'ensemble des matériels et armements utilisés par le peloton de surveillance et d'intervention, le PSIG de Mende. Cette journée aura permis de découvrir le rôle de la maison de protection des familles, une unité spécialisée dans la prise en charge des mineurs et des violences intrafamiliales. Ou encore s'essayer à la prise d'empreintes avec les techniciens en identification criminelle, les experts de la gendarmerie sur les scènes de crime. Enfin, et c'était le but recherché, les stands ont permis de s'informer sur les 300 métiers possibles, ainsi que les différentes manières d'intégrer la gendarmerie nationale. Afin de se faire une idée sur la profession, les plus jeunes peuvent également rejoindre les cadets de la gendarmerie. Et pour ceux qui veulent contribuer à la sécurité de leurs concitoyens sans pouvoir s'engager à plein temps, ils peuvent toujours se renseigner sur la réserve opérationnelle. Schmuck, tu m'as foué, ami, et j'ai Jerry. J'ai mâché à me dracher, acheteur, te rev'là, ça te gêne un père. J'ai rentré tes lots de 20 000 avec chaud le tristesse dans tes yeux. J'ai roué du camp, j'ai chaud le cérule. Le samedi 14 octobre, le foyer rural de Grèze et ses 55 bénévoles organisaient leur deuxième soirée avec 2 propositions musicales pour un concert d'automne orienté chansons françaises. En première partie, le chanteur picard Jean Caron et ses messages qui sont inspirés de l'actualité. Le ton est clairement festif et truffé d'humour tout en étant engagé.
En guest, le trio Les Crieurs de Toit. Quant à eux, ils écrivaient sur les réseaux, heureux de prendre la longue route jusqu'en Lozère et contents et impatients de découvrir Grèze et son public. Sur scène, Les Crieurs de Toit, c'est une écriture ciselée, parfois percutante, toujours sincère et une musique parfaitement incompatible avec la position assise. Et le public fut au rendez-vous, et pour cause. Le groupe propose une véritable performance scénique. Il n'y aura pas de batteur, mais bien une batterie. En effet, comment cela est possible ? En plus du chant et de son instrument respectif, chacun hérite d'un des éléments de la batterie qui sera joué au pied. Et comment remplacer 2 bras et 2 jambes par 3 pieds ? Tout y était pour une soirée conviviale, buvette, restauration, le prix était libre pour un concert d'une grande qualité. S'il est des compétitions qui permettent de rêver, la Coupe de France de football en fait partie. Et cette 5e journée a permis au petit club de Saint-Laurent-Lacanourgue de recevoir son aîné, Blagnac FC, à domicile. Au stade André Bansillon, les tribunes étaient combles en ce 14 octobre. Les grillades et les frites tournaient à plein régime, les 600 fans bien calés, alors que sur le terrain, la température montait. Encouragés par des supporters aux couleurs bleu, blanc et jaune, les joueurs de la SLCC se sont battus comme des lions. Ce 5e tour de la Coupe de France aura fait briller les yeux des Lozériens. Et c'est Blagnac qui a ouvert le score à la 13e minute. Le magique Maxime Bonicel de la SLCC a égalisé à la 25e minute dans une ambiance survoltée, permettant ainsi tous les rêves. Comptant 5 divisions d'écart avec le petit poussé lozérien, ce sera finalement Blagnac qui s'imposera en marquant 2 buts supplémentaires, un à la 25e, l'autre à la 49e minute sur pénalty. Une fin de match intense. Saint-Laurent, malgré de belles actions, n'aura rien pu faire. Le tableau final inscrit 1-3 pour Blagnac. Malgré la défaite, le stade Bansillon aura vibré de bonheur. Bravo à tous. 21h, les bonnets coqs, drapeaux et autres t-shirts étaient bien en place en ce 15 octobre, jour de match décisif de la France lors de la Coupe du Monde de rugby face au Sud-Africain. Le club mandois, le RCML, avait fait les choses en grand et pour les rendez-vous majeurs de la Coupe du Monde, les supporters peuvent se retrouver pour des grands moments de convivialité à la fan zone de l'espace Georges Frêche et ce jusqu'à la finale du 28 octobre. Et que cette rencontre face aux Sud-Africains fut compliquée. Les fans ont crié, les fans ont vibré et l'ascenseur émotionnel s'est affolé à plusieurs reprises dans ce match incroyable de rebondissement. Et on y a cru, un quart de finale intense où tout était possible, jusqu'à ce que les Springboks arrêtent net les espoirs tricolores, les nôtres aussi. Peut-être aurez-vous plus de chance avec la tombola du RCML, dont le premier prix est une splendide 2 chevaux aux couleurs du club. À signaler également que la mairie de Mende avait mis en place un service de navette gratuite pour vous ramener jusqu'à la maison. Bonjour, c'est Marie-Charlotte. À l'occasion des semaines du savoir-faire, avec mon conjoint Loïc, nous vous Jusqu'au proposons... 4 novembre et pendant 2 semaines, les chambres consulaires, avec le soutien majeur du conseil départemental de la Lozère, organisent les semaines du savoir-faire, une opération de découverte à destination des Lozériens et des visiteurs de notre département. Pour cette nouvelle édition, l'opération va se dérouler sur les 2 semaines des vacances de la Toussaint. Cette opération de découverte des activités économiques est suivie par 12 entreprises du département, dont certaines ouvrent spécialement au public pour cette opération. 75 visites sont organisées à destination des touristes d'arrière-saison et du grand public, avec l'objectif de faire découvrir la richesse des savoir-faire et des métiers de Lozère ainsi que la qualité de ses produits. Parmi les possibilités de découverte, 6 entreprises proposent des animations. La plupart des visites sont sur réservation, à faire auprès des entreprises directement. Toutes les informations sont disponibles sur les sites internet des chambres consulaires. Lundi 16 octobre, de nombreux rassemblements et moments de recueillement ont eu lieu dans toute la Lozère en hommage à Dominique Bernard, professeur de français assassiné à Arras. À 14h, une minute de silence a été observée dans tous les établissements scolaires, mais aussi devant les mairies comme à Langogne, Marvejols ou Nasbinal, où les citoyens ont pu se réunir sur le parvis de leur mairie. Pour sa part, l'association des maires de la Lozère condamne avec la plus grande fermeté cet acte abject. Je cite: « Aucune cause ne peut justifier un tel acte de violence insensée ni une telle attaque contre les valeurs fondamentales de notre société. »
Amende pour clôturer cette journée empreinte d'émotion. Sur la place Urbain 5, rendez-vous était donné à l'appel de l'intersyndicale où un message collectif fut lu avant la minute de silence. Parmi les 200 personnes présentes, des élus dont Sophie Pantel, présidente du département, ainsi que les chefs des centres d'incendie et de secours. À l'issue du moment de recueillement, la Marseillaise fut entonnée par l'Assemblée. Plus d'orchestre, mais de la voix. Le plus petit collège de France, le collège Pierre Delmas de Saint-Énémy, fait parler de lui pour ne pas disparaître. Vendredi 20 octobre, une manifestation était organisée devant l'établissement. L'objectif est de soutenir le collège qui est devenu quasiment invisible depuis son rattachement à Florac. Avec 17 élèves pour 2 classes multiniveaux, la qualité de l'enseignement y est pourtant optimale, d'autant que de lourds investissements du département ont permis la modernisation de ces équipements. Mais voilà, de nombreux problèmes d'organisation sont dénoncés par les élus, les parents et les enseignants. À commencer par une désagréable surprise le jour de la rentrée. L'orchestre à l'école n'était pas reconduit. Une déconvenue pour les élèves qui ont justement choisi l'établissement pour cette spécificité unique en Lozère. Autre interrogation, le refus de la direction, selon les organisateurs de la manifestation, de programmer des journées portes ouvertes, ce qui limite considérablement l'inscription de futurs élèves. Face à cette situation, la mairie a proposé de financer une visite virtuelle de l'établissement, projet également refusé. Autre incompréhension, les épreuves du brevet ont été délocalisées à Florac, imposant de ce fait aux élèves un environnement de travail inhabituel, source de stress supplémentaire face aux épreuves. Cette inégalité des chances avait pourtant été dénoncée par les représentants des parents d'élèves. Ces derniers souhaitant que cette année, les 3e de Saint-Énémy puissent passer leur premier examen sur place. Enfin, il a été regretté que le concert de fin d'année se déroule à huis clos, et ce depuis l'an passé, avec pour seul public les familles, alors que traditionnellement les habitants ont toujours répondu présents à ce rendez-vous qui rythme le village. Selon les organisateurs de cette manifestation, depuis plusieurs années, plane un sentiment d'une différence de traitement entre le site floracois et celui de Saint-Énémy. Et on termine ces brèves par un anniversaire. Il y a 25 ans, Sylvie Rocher ouvrait son tout premier salon de coiffure à Mende le 2 octobre 1998. Souvenez-vous, le premier salon se situait place de la République. C'était 35 mètres carrés sur 3 niveaux. Puis un déménagement rue de l'Abbaye quand le salon de thé de la pâtisserie Majorelle a fermé pour finalement s'installer place Estoupe depuis 8 ans. Au gré des modes, des envies, des passions, des mariages, des saisons, le salon a pris de l'ampleur et de la stature auprès des Lozériens et surtout des Lozériennes. Le chignon flou et crêpé était à la mode à une époque et depuis, et c'est pas par hasard, si le carré long est la coiffure tendance depuis des années. Des mèches, des boucles, des franges, allez savoir. Au gré des nouvelles tendances capillaires, le salon a su s'adapter à l'image de la mode, mais aussi la mode masculine, où un espace lui est totalement dédié. À l'essentiel coiffure, depuis 25 ans, se renouvelle mais forme aussi. Des centaines d'apprentis du CFA ont bénéficié du savoir-faire reconnu de Sylvie, qui officie déjà depuis 40 années. Bien plus qu'un simple salon de coiffure, c'est un lieu unique où l'on a plaisir à se retrouver entre amis. Pendant que l'équipe vous bichonne en vous proposant une collation, on refait le monde entre clients. Et l'histoire est loin de s'arrêter là, mais là, chut, on vous en dira plus dans un prochain reportage. Une pensée également à tous nos commerçants et artisans qui œuvrent au quotidien pour nous offrir tout ce dont nous avons besoin. Début octobre, c'était l'enseigne mandoise Topaz qui fêtait ses 20 bougies. Pour le plateau de ce soir, nous sommes accueillis au garage Bonicel à Banassac. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Bonicel. Bonsoir Sylvie. Céline. Pardon. Donc vous êtes le gérant du garage Bonicel. Merci déjà de nous accueillir dans votre établissement. Avec grand plaisir. C'était une proposition que j'avais faite à Eric, donc il a suivi les conseils. Ce soir, nous allons parler de la loi montagne et des conditions de circulation en période hivernale. Nous avons, donc juste avant d'aller plus en détail dans des explications techniques, je vous propose, Monsieur Bonicel, d'écouter le directeur des services du cabinet de la préfecture, directeur par intérim, qui a pris le temps de répondre aux questions de la rédaction. Je vous propose donc d'écouter ce premier extrait qui parle du sujet de la loi montagne dans ses grands principes.
Alors les grands principes de la loi montagne, c'est en fait essentiellement de renforcer la sécurité de la route, notamment pendant la période hivernale. Donc le but, c'est notamment par exemple de limiter le blocage des routes, de limiter non seulement les accidents corporels, mais également les accidents matériels, et enfin de faciliter les interventions des services de secours quand elles sont nécessaires durant ces périodes. Et donc, globalement, on va dire plutôt au quotidien, ça permet également de fluidifier la circulation. Donc, la loi montagne est donc ciblée sur les équipements hivernaux utiles, enfin nécessaires pour les usagers pour cette période hivernale. Toute la Lozère est concernée par cette loi. Monsieur Bonicel, combien recevez-vous de clients à peu près là, par jour pour la pose de pneus d'hiver en ce moment ? Là, on est en plein milieu de la période hivernale. On a attaqué vraiment comme il faut en début de cette semaine. On est passé de 1 ou 2 clients par jour qui viennent faire remplacer leurs pneus à quasiment 10 ou 15 personnes par jour. D'accord. Qui ont souvent 2 ou 4 pneus à changer. Donc le rythme a assez augmenté juste avant le début de la loi. Et donc le début de la loi ? Donc c'est à partir du 1er novembre, donc mercredi prochain qui sera férié, très peu de garages seront ouverts, mais à partir du 2, ça sera parti. Très bien. Alors, avant qu'on rentre sur des questions techniques par rapport aux pneus, je vous propose qu'on écoute le second extrait qui parle justement de ces équipements. Donc ça se traduit essentiellement par une obligation majeure, c'est les obligations relatives aux équipements. Donc les équipements spéciaux qui vont être nécessaires pendant la période hivernale. Donc il s'agit soit de chaînes qui sont stockées dans le coffre du véhicule et qui vont devoir être mises installées aux abords des lieux indiqués par les panneaux. Et notamment en tout lieu dès lors qu'il y a de la neige, ou par l'installation de pneus neige qui permettront de rouler pendant l'ensemble de la période où ces équipements sont obligatoires, soit en Lozère du 1er novembre au 31 mars 2024. Alors, parlons des équipements. Quels sont les 2 types de pneus qu'on peut utiliser pendant cette période hivernale ? Vous avez typiquement le pneu hiver qui est référencé avec... vous avez un sigle sur le flanc du pneu qui sera le M+S ou le 3PMSF comme on appelle. Et qu'est-ce que ça signifie c'est une appellation qui est donnée par les manufacturiers de pneus pour indiquer qu'un pneu il est homologué pour l'hiver. Mais ça c'est plus à votre garagiste de vous orienter sur ça. À partir d'un moment où vous lui commandez un pneu hiver, l'appellation elle y sera. D'accord. Et après vous avez le pneu qu'on appelle le 4 saisons, qui est lui autorisé pour rouler l'été, toute l'année, etc. Et qui, pour l'instant, est considéré comme un pneu hiver avec lequel vous pouvez rouler. D'accord. Seul petit bémol, un pneu hiver est appelé comme ça parce qu'il est vraiment efficace l'hiver dans la neige. Un pneu 4 saisons, ça va être un pneu pour quelqu'un qui va être de passage ou qui est rarement dans la région. Ça n'aura pas du tout l'efficacité d'un pneu hiver. D'accord, donc dans vos préconisations, je suppose que vous demandez à vos clients un petit peu l'usage qu'ils ont de leur véhicule. Voilà. Si quelqu'un vous demande d'installer des pneus de 4 saisons, vous allez peut-être vous renseigner de savoir si c'est quelqu'un qui habite effectivement toute l'année en zone de montagne ou si c'est quelqu'un qui est simplement de passage. C'est ça. Ça, c'est une des plus grosses parties de notre travail. C'est pas juste de commander des pneus, c'est de voir si c'est des gens qui sont de la région. Est-ce que c'est des gens qui, comme beaucoup de personnes dans la région, sont beaucoup sur Montpellier ou des choses comme ça, où c'est peut-être un peu moins essentiel. Mais c'est là qu'on va leur demander l'utilisation parce que le pneu hiver... en Lozère, beaucoup de gens roulent toute l'année avec des pneus hiver parce que ça permet de faire des économies sur le montage de pneus, de changer à chaque fois, etc. Mais quelqu'un qui va être qu'en Lozère, je pense que 70 ou 80% des Lozériens sont déjà équipés toute l'année en hiver. Et donc le pneu là qui est juste à côté de vous, celui qu'on voit là, c'est un pneu hiver, c'est ça ? Alors c'est ça, celui-là c'est un pneu hiver, alors il est un petit peu démesuré, on l'a pris un peu pour ce soir. Mais voilà, c'est un pneu où vous avez, on peut voir dessus certaines lamelles qui ne sont pas sur un pneu été, qui va permettre justement d'accrocher dans la période hivernale sur la neige, sur les flocons, etc. Et celui-là, alors il est un peu lustré, mais on voit l'appellation dessus M+S. Et l'autre petit le repère visuel qu'on peut avoir sur un pneu hiver, c'est sur les flancs, vous avez un petit flocon de neige. Et ce flocon de neige, il est reconnaissable sur tous les flancs des pneus. Et en plus d'indiquer que c'est un pneu hiver, ça va vous indiquer l'usure
de la partie hiver du pneu. Parce qu'un pneu hiver, il a une durée de vie en hiver, avec un premier témoin, et il a aussi une durée de vie comme un pneu classique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, mais c'est quoi la durée de vie moyenne d'un pneu? Alors ça va dépendre aussi de la deuxième partie de ce qu'on fait, c'est que ça va dépendre principalement un petit peu du prix. Vous avez les gammes que tout le monde connaît, le pneu Michelin, sans forcément citer de grandes marques, etc. Mais maintenant, on a beaucoup de pneus qu'on appelle du milieu de gamme, qui font entre 20 et 30 000 km, là où un Michelin en fera peut-être 5 ou 10 000 de plus. Après, ça va dépendre de l'utilisation, ça va dépendre de la conduite de la personne, et ça va dépendre aussi de la saison en elle-même. Si vraiment vous avez beaucoup de neige, un pneu hiver, à peu près, peu importe le prix, etc., ça va tenir quasiment tout l'hiver, 25 000, 30 000 km. Le problème de l'usure d'un pneu hiver, c'est pas quand il neige, c'est justement l'inverse. Plus vous roulez sur une route qui est haute en température, qui est chaude en température, plus le pneu hiver va descendre. Le pneu hiver est plus souple que le pneu classique. Et dès que c'est un petit peu souple, etc., dans les virages, les gommes vont un petit peu plus s'user. Et c'est ce qui va faire descendre la durée de vie du pneu. Et peut-être qu'on consomme aussi un petit peu plus. Voilà, c'est ce qu'on essaye aussi d'expliquer. C'est que là où c'est un peu compliqué à cerner pour les utilisateurs, c'est que le 4 saisons vous fera un peu moins consommer parce qu'il est moins typé hiver. Le pneu hiver va vous faire un petit peu plus consommer parce qu'il accroche même sur route sèche, il va accrocher plus qu'un pneu classique. Et qui dit un pneu qui accroche plus, le moteur va entre guillemets un peu plus forcer, demander plus d'énergie, plus de carburant et donc plus consommer. Okay. Je vous propose là, Monsieur Bonicel, qu'on poursuive avec le troisième extrait. Oui, globalement, enfin, quand on en discute avec la gendarmerie, il y a un effet. Il y a un effet qui est clair, notamment on a plus de pneus neige, on a moins effectivement de véhicules qui se retrouvent justement bloqués sur la route en raison du non-respect de ces obligations. Après, il y a encore des marges de progression. Là, nous étions encore ces 2 dernières années sur une ligne vraiment de l'ordre de la pédagogie. Il y aura une tolérance qui subsistera dans une certaine mesure pendant la période hivernale qui débutera là au 1er novembre. Mais voilà, ça reste une obligation, et une obligation que chacun est tenu de respecter et que nous avons tous intérêt à respecter, parce que rouler sur la route en Lozère, c'est quelque chose... voilà, il est important de prendre soin de nos routes, et il est important qu'on puisse rouler sur la route librement, et je pense qu'on veut tous éviter de se faire bloquer sur la route parce que quelques-uns n'ont pas respecté leurs obligations. Et sur le moment, quand vient le moment de mettre les chaînes, on aura toujours tous tendance à se dire oui, peut-être que là ça passe. Mais non, à partir du moment où le panneau dit qu'on arrive dans une zone où les chaînes sont obligatoires, et dès qu'il y a une quantité importante de neige, on met les chaînes. Ou sinon, on met des pneus neige, et comme ça on n'a pas à chaque fois à enlever, à remettre les chaînes. Alors là, on voit à l'écran, juste en haut du pneu, le petit flocon, donc qui symbolise que ce pneu est bien un pneu hiver. C'est ça c'est le petit flocon qu'on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc on vient d'entendre dans la vidéo là, donc, la notion de chaussettes, de chaînes à mettre sur les pneus, voilà, si on n'est pas équipé de pneus hiver. Quel est votre avis sur ce type d'équipement? Est-ce vraiment utile pour un département ici comme le nôtre? Ça, c'est la deuxième partie un peu la plus délicate, c'est que pour des gens qui sont uniquement de passage, d'avoir des chaussettes, ça va permettre de vous sortir d'une situation neigeuse. Parce que les chaussettes ou les chaînes, c'est vraiment quand la route elle commence à être difficilement praticable et que vous avez besoin de vous sortir d'une certaine hauteur de neige. Quelle hauteur de neige Je pense qu'arriver à déjà 10-15 cm, un pneu hiver, il commence un peu à avoir ses limites. Par contre, le seul inconvénient, c'est que dès que vous sortez de la neige et que vous êtes équipé de chaînes ou de chaussettes, les chaînes vont énormément abîmer les passages de roues, les jantes et les pneumatiques. Et les chaussettes, elles ne sont pas faites du tout pour rouler sur une partie sèche, et ça va les descendre en toute vitesse. Et sur une route verglacée, c'est... Alors c'est un des points où des fois c'est un peu plus facile d'expliquer aux gens pourquoi il y a l'utilité de pneus hiver même s'il n'y a pas de neige. C'est que le pneu hiver il n'est pas efficace que sur la neige. Le pneu hiver il va être efficace sur les routes qui commencent à baisser en température et qui sont fraîches parce que le pneu ne réagit pas pareil. Et sur une route verglacée, malheureusement que vous ayez des chaînes, des chaussettes ou des pneus hiver, la seule chose déjà c'est de lever un petit peu le pied et de faire attention parce qu'il n'y a rien qui pourra bien vous sauver d'une route qui est complètement verglacée, quoi. Qu'est-ce que vous tenez dans votre main, Monsieur Bonicel? Montrez-nous. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour expliquer la loi montagne.
En bas, vous avez les deux acronymes que j'ai trouvés sur les pneus. Je vais mettre devant moi. Allez, ça marche. Donc vous avez le M+S qu'on retrouve en bas, en haut. Voilà. C'est la photo inversée. Et en bas, le 3PMSF. Alors le M+S, vous allez le retrouver sur un pneu 4 saisons. Le 4 saisons ne sera pas siglé 3PMSF. Et à côté, pour ceux qui sont de passage ici ou qui découvrent un petit peu la loi montagne, ça, c'est les panneaux que vous allez trouver à l'entrée des départements qui sont justement liés à cette règle, à cette loi montagne. C'est le panneau que vous allez trouver à l'entrée, que vous avez trouvé déjà de partir en Lozère jusqu'en Aveyron. Et ça, c'est à partir du moment où la zone est terminée et où la loi n'est plus appliquée. Très bien. Et dites-nous là rapidement, là, au niveau des couleurs qu'on peut voir. Alors voilà, vous avez sur les parties les plus claires, c'est les départements qui sont totalement concernés. Donc bleu clair. En bleu clair, voilà, c'est la partie la plus claire. Bleu ciel, c'est partiellement, donc ça veut dire que la totalité du département, elle n'est pas concernée par la loi. Vous allez trouver donc ces panneaux-là uniquement dans les zones. Mais voilà, c'est pareil. Si vous êtes dans ces départements-là, c'est quand même conseillé d'avoir des pneus hiver parce que vous allez vite tomber dans des zones. Bien sûr. Et les départements, c'est un peu les départements limitrophes qui sont juste après les départements un peu haute montagne et qui ne sont pas concernés. Et les gris, c'est ceux qui ne sont pas du tout concernés. Très bien. Voilà. Alors, pour cette nouvelle campagne hivernale, tous les services qui sont concernés, donc le département, la préfecture, la gendarmerie, le SDIS et la DDT, se sont réunis en début de semaine pour discuter notamment de la stratégie qui va être mise en place. Par rapport à ça, je vous propose que l'on découvre ce dernier extrait. Il se trouve qu'en 2022, on a eu plus de problèmes, par exemple, qu'en 2021. C'est quelque chose auquel clairement on est attentif et typiquement ça peut être le type de point qu'on cible. Après, c'est pas parce que, comparaison n'est pas raison et c'est pas parce qu'à un moment T on a eu un problème spécifique sur un endroit qu'il faut se focaliser uniquement sur cet endroit. On est dans un département qui est très diversifié territorialement où des risques peuvent apparaître de manière ponctuelle. Bien sûr sur les zones les plus élevées, mais c'est pas parce qu'il y a eu un problème à un endroit T que ce sera pas un endroit différent le lendemain. Donc on va bien sûr faire attention à ça. Mais on fera aussi attention à d'autres éléments. L'obligation s'applique sur l'ensemble du département, parce que même si bien sûr il y a des zones qui seront, on va dire, dans une certaine mesure moins concernées par la neige, je pense par exemple à la commune de Mende, mais plein d'autres communes, vous êtes obligé d'avoir ces équipements, ne serait-ce que dans votre coffre, pour les installer s'il y a de la neige ou s'il y a un niveau de neige important. Y compris en dehors des zones les plus élevées. Donc voilà, il sera nécessaire de respecter cette obligation sur l'ensemble du territoire du département, et non seulement pour ceux qui y habitent, mais également pour ceux qui le traversent. Ces obligations, elles sont mises en œuvre de manière progressive, justement pour que les personnes puissent anticiper. Vous avez parlé du coût. Effectivement, le but, c'est pas justement d'imposer une obligation unilatérale du jour au lendemain et que les gens se retrouvent en difficulté. Donc on accompagne et on essaye ensemble de se doter de règles plus précises, plus performantes pour pouvoir circuler dans des conditions sûres et en limitant les risques de troubles à la circulation. Alors Monsieur Bonicel, quelles seraient les recommandations que vous pourriez faire aux usagers pour bien circuler en période hivernale ? Alors déjà, je pense que c'est un petit message de la part un peu de tous les garagistes, c'est de ne pas venir le 2 novembre dans les garages parce que tout le monde fait la queue, on le sait très bien, chaque année malheureusement c'est pareil. Il faut anticiper. C'est ça. Alors nous on s'est aperçu déjà, on a des gens qui sont quand même très, très assidus et qui écoutent assez bien les conseils. C'est pour ça qu'on a attaqué du coup cette semaine et pas mal aussi la semaine dernière, qui sont venus un petit peu avant, ça évite que tout le monde arrive en même temps, ça évite que les mécaniciens puissent faire des bêtises parce qu'il y a un peu du monde de partout, on oublie une pression, etc. Ça soulage pas mal de monde. Et après, voilà, c'est d'essayer de s'équiper, d'essayer de prévoir un petit peu, soit les gens qui roulent toute l'année en pneu hiver, conserver cette façon de faire. Essayez de voir avec votre mécanicien, de voir un pneu qui peut faire et qui peut être un bon compromis entre une route sèche et une route en hiver pour que vous puissiez quand même faire le plus de kilomètres possible sur le même train de pneus. Et après, c'est ce qu'on a entendu un peu dans les reportages, c'est que le problème du pneu 4 saisons, c'est qu'à partir de l'année prochaine, il ne sera plus considéré comme un pneu hiver. Donc à faire attention déjà cette année, à ne pas se suréquiper en pneu 4 saisons, sauf si voilà, vous voulez faire cet hiver et le début de l'été,
personne ne vous dira rien, mais à partir du 1er novembre 2024, On ne pourra plus mettre de pneus 4 voilà, saisons c'est dans les pour- tuyaux et je pense que tous ceux qui sont en 2024 et qui auront été mal aiguillés, ça pourra mettre des gens en travers sur la route, etc. Et juste parce D'accord. qu'on n'a pas demandé le bon conseil ou qu'on n'a pas regardé le JT de KWZ. Très bien. Une dernière question, Monsieur Bonicel. Je vois que dans votre garage, il y a plusieurs voitures de collection. On en voit une derrière vous, il y en a à l'extérieur. C'est une passion? Oui, ça c'était un sujet qu'on avait abordé pas mal quand Eric était passé. Je fais du sport automobile depuis que j'ai 14 ans. Je le D'accord. fais avec mes parents depuis que j'ai 14 ans, qui m'ont suivi sur toutes les courses françaises et étrangères, qu'on en a fait quelques-unes. Et quand j'ai ouvert le garage, je trouvais légitime de montrer un petit peu aux gens, parce que ça me fait plaisir et parce que j'ai baigné là-dedans presque toute ma vie, de montrer un peu ce qu'on a fait pendant des années. Et puis c'est rigolo parce qu'entre le karting, il y en a toujours un qui en a fait le dimanche avec les copains et qui s'est fait mal de partout. Et entre les voitures, il y a toujours quelqu'un qui va rentrer avec un souvenir, que ce soit sur des vieilles Renault 5 comme on a là. On essaie de changer parce qu'on a des clients comme celle-ci, sur lesquels on fait des entretiens, qui nous laissent les voitures à disposition justement pour rappeler des souvenirs aux gens. Ça habille aussi un petit peu le hall, puisque dans un garage, on a la chance d'avoir récupéré un garage où il y avait de la place pour le faire. Et on s'aperçoit que le choix, il était sympa, parce que les souvenirs, ils sont vraiment sympas. Plus ou moins, il y en a certains qui ont des souvenirs qui sont... Mais il y a toujours une anecdote, et ça permet, voilà, Ouais. comme j'ai expliqué plusieurs fois, quand on vient dans un garage, c'est souvent... La facture est un petit peu douloureuse. Donc c'est vrai que si on arrive un peu à parler un petit peu d'autre chose et à te faire sourire et de leur rappeler leur jeunesse, c'est toujours sympa. De se retrouver dans un lieu agréable et à l'image du coup du patron. J'espère, en tout cas. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Bonicel, d'avoir pris le temps là, de répondre à cette interview. Avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas. Je vous rappelle que nous avons choisi de faire ce JT au plus proche des Lozériens, un journal télévisé itinérant, bimensuel et en direct. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Je remercie une nouvelle fois le garage Bonicel de nous avoir accueillis ce soir pour ce JT à Banassac. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi 9 novembre à Hier-en-Lozère.